voice memo. Ok. Les notes. Ok. Hey yo, what's up and welcome to Get to Know, a series of videos where I present to you a creative, an artist that I really love, and hopefully when you're done watching, you'll love them as much as I do. So yeah, let's go. C'est parti. Hi y'all. Première vidéo officielle. Comme dit dans l'intro, je vais vous présenter dans une série de vidéos un certain nombre d'artistes que j'aime, leur travail, leur façon de conceptualiser, de créer, et puis certaines de leurs œuvres, pour vous familiariser avec eux et peut-être vous permettre de découvrir des personnes que vous allez suivre par la suite, et puis aller voir leurs expos si c'est possible, écouter leur musique, etc. Voilà. L'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un artiste capverdien qui s'appelle César Scofield Cardoso. Il est né en 1973 à Mindelo, sur l'île de São Vicente. Il débute avec la photographie en 1992 et puis il va toucher ensuite plutôt à la vidéo à partir de 2008. Il est également software développeur. C'est un artiste qui touche à beaucoup de médiums. Il est photographe, donc vidéaste, développeur web, mais il est aussi beaucoup dans les sphères de l'architecture, de la géographie. Il cofonde le FICINÉ, c'est un forum itinérant sur le cinéma noir qui est pour la décolonisation de la pensée du cinéma. Et puis il fonde aussi Story Analoga, qui est un projet participatif qui vise à documenter et analyser la production et la construction de cartes. Et ils utilisent la vidéo comme moyen de documenter le processus via cette plateforme interactive qui est Story Analoga. Moi j'ai découvert cet artiste en faisant des recherches pour mon PDR, mon mémoire de bachelor. L'année dernière, fin d'année dernière, je faisais un mémoire de bachelor sur l'hybridation de l'identité capverdienne, identité capverdienne diasporique en particulier, au travers de la musique, dans un milieu urbain comme le milieu urbain lisboète. Et donc, je cherchais des créatifs, des artistes qui avaient mobilisé la musique, mais pas que, dans ce milieu diasporique. Et en fait, je suis tombée sur lui, donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Et du coup, comme c'est un artiste capverdien, et aussi, dans mon mémoire, j'ai fait une partie historique sur le Cap-Vert, parce que c'est un archipel qui est peu connu, dont l'histoire est peu connue. Je pense que c'est bien de faire un rapide topo historique sur le Cap-Vert et sur son histoire depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant, mais très bref, vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, le Cap-Vert, il faut savoir que donc c'est un archipel de 10 îles qui se situent à l'ouest du Sénégal, dans l'océan Atlantique. Les îles sont séparées en deux, entre les îles du nord et les îles du sud, les îles au vent et les îles sous le vent. La plus grande île de l'archipel, c'est Santiago. C'est là où il y a la capitale qui s'appelle Praia. Et c'est la première qui a été découverte par les colons. La moitié de la population capverdienne habite sur cette île. Et la population capverdienne est... On n'est pas beaucoup. D'ailleurs, fun fact, il y a... C'est zinzin quand on y pense. Mais il y a plus de Capverdiens qui composent la diaspora, donc hors du pays, hors du Cap-Vert, que d'habitants au Cap-Vert, d'habitants insulaires. Which is crazy. But yeah, fun fact. Faut savoir que c'est comme São Tomé et Príncipe, c'est comme l'île Maurice. En fait, il n'y avait pas d'habitants au Cap-Vert avant l'arrivée des colons. C'est vraiment les colons qui ont découvert le territoire. Et le peuplement des îles s'est fait par la déportation d'Africains de l'Ouest sur l'île. Donc la mise en esclavage de ces personnes sur l'île. Voilà, l'histoire coloniale, comme on en retrouve beaucoup dans les îles, c'est assez en fait semblable aux îles des Antilles. Voilà, et tous les îles des Antilles, le Brésil, c'est des histoires assez similaires. On a fait venir en fait des gens pour peupler des endroits, soit qui n'étaient pas peuplés de base, ou fait venir des gens pour les faire travailler de force. Parce que voilà, c'est toujours plus facile d'exploiter les gens. C'est toujours plus facile d'exploiter des gens qu'on ne considère pas d'ailleurs comme des personnes à part entière. Anyways. Et donc en fait l'archipel c'était vraiment une plaque tournante dans le sens où en fait les îles sont situées en fait entre le Portugal et le Brésil techniquement. Et donc les bateaux ils faisaient halte souvent pour y déposer des esclaves ou pour récupérer de la marchandise avant soit de repartir vers le Brésil, soit de repartir vers le Portugal. Donc voilà, c'était assez une sorte de centre, un peu un hub pour les bateaux portugais. Bon, il faut savoir que jusqu'à très récemment, les conditions de vie sur l'archipel ont été très rudes. Les famines se sont enchaînées jusque
bien la moitié du XXe siècle. Ça a décimé énormément la population. J'ai vu des pourcentages comme 30% de la population décimée par ces famines, 30 à 50%. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était des pourcentages de cet ordre-là. Ça a été vraiment meurtrier. Et puis c'est aussi forcément dû au fait que les politiques portugaises à ce niveau n'ont pas aidé. Ces famines, ces sécheresses, ces épidémies, elles ont entraîné non seulement la mort de nombreuses personnes, d'une grande partie de la population, mais aussi le mouvement d'une autre grande partie de la population. La migration, en fait, ça a créé des carrières migratoires très tôt. Le Cap-Vert, c'est vraiment un pays qui est ancré dans la migration par sa construction, parce que y avait personne sur les îles, en fait, dès le départ, mais aussi après, plus tard dans le temps, les mouvements migratoires ont toujours été présents au Cap-Vert. En fait, des Cap-Verdiens qui quittaient le pays parce que les conditions de vie étaient vraiment trop difficiles. Donc, un des ports d'attache principal, c'était le Portugal, forcément, en tant que colonie portugaise. La construction de la population du peuple capverdien, elle s'est faite dans l'hybridation entre plusieurs cultures portugaises, les cultures africaines, ouest-africaines. Pour rentrer dans des termes un petit peu techniques, mais je pense que c'est utile de mettre ces mots-là sur ces phénomènes, mais on peut mobiliser le concept de créolisation d'Édouard Glissant. Je vous mettrai la définition parce que je pense que c'est assez important pour comprendre le vécu capverdien, la capverdianidad, l'identité capverdienne, et aussi pour comprendre par la suite en fait le travail de l'artiste de César Scofield Cardoso. Donc le Cap-Vert est ancré dans la créolisation, comme un grand nombre de sociétés de plantation comme les Antilles. La créolisation, c'est donc en fait la cristallisation du vécu de l'hybride, cette hybridité donc entre plusieurs identités qui se rejoignent et qui se lient. Et cette pluralité de l'identité, elle est intrinsèque aux individus forcément. Et j'utilise le terme de créolisation plutôt que le terme de métissage vraiment pour parler de ce phénomène parce que, et c'est Glissant qui le dit et je suis assez d'accord avec lui, l'hybridation en fait, c'est quelque chose qui est défini par le processus qui la forge et moins par ses éléments d'origine. Et donc plus par le processus et par la relation entre les différentes identités. Je pense que cette question de relation, c'est la clé pour la compréhension des identités de ces sociétés de plantation, des sociétés de la société capverdienne aussi. La créolisation, c'est une coprésence, une relation, une coprésence des cultures. Et ça, c'est vraiment la clé. Je trouve que c'est très intéressant en fait de comprendre ça quand on parle de capverdianidad, de l'identité capverdienne et des capverdiens en général. Il faut penser l'identité comme une relation dans ces contextes. Comme j'ai dit avant, le Cap-Vert, c'est un pays qui est très marqué par la migration. Pourtant, la culture hybride capverdienne, elle reste assez homogène dans un sens, malgré les mouvements migratoires hors de l'archipel. Et l'une des principales raisons en fait à ce maintien de cette culture capverdienne commune aux populations insulaires comme aux populations aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse, en France, c'est la langue, c'est le créole capverdien, le criol. C'est un outil, la langue en fait ça joue un rôle de ciment culturel, quelque chose qui rassemble en fait. La linguistique ça permet la construction culturelle d'un groupe, ça c'est un fait. Et si on revient à Glissant, les éléments qui constituent ces langues créoles sont hétérogènes, c'est cette hétérogénéité qui fait la créolité. Donc on comprend que la langue créole, le criol dans notre cas, comme élément construit de manière hétérogène, ça fait partie de cette créolisation des populations et donc de l'identité capverdienne. Donc la linguistique c'est vraiment très important et c'est aussi utile pour quand on va discuter de notre artiste et de ses différentes œuvres. Donc voilà, c'est juste un topo rapide sur le Cap-Vert et sa construction. J'ai changé de place, j'avais trop mal aux jambes. Faut que je trouve un meilleur setup là, c'est compliqué. Pour revenir à notre artiste, je pense que c'est intéressant de parler de ses motivations dans son processus créatif et les thèmes qui transcendent un peu tout ce qu'il fait, toutes ses productions. Ses attaches thématiques, ça tourne surtout autour de la condition post-coloniale du Cap-Vert, sa vulnérabilité forcément face au changement climatique. Les archipels et les îles sont vraiment en première ligne face à la montée des eaux. Aussi, ce que j'ai trouvé en fait trop intéressant, c'est qu'il s'inscrit presque comme un géographe dans son travail. Il est très attaché à la topographie. Je vous mettrai une petite définition de ce que c'est la topographie, mais je pense que c'est intéressant de parler de ça. Il est très attaché à la topographie dans son travail, à la définition en fait des espaces pour leur donner un sens. Il travaille beaucoup avec la cartographie, il travaille beaucoup avec des architectes, c'est super intéressant. Il utilise aussi les outils digitaux et il parle de ça comme un nouveau langage et ça fait écho en fait à ce que j'ai dit sur le langage un peu avant. Les outils digitaux en fait il les considère comme un nouveau langage pour adresser des problématiques politiques et sociales et le vécu de l'archipel en fait comme de la diaspora. Et il explique dans une interview pour Empty Room Art qu'il aime en fait désassembler et réassembler les choses
je cite, grâce au codage ou au computer programming, et aussi au travers de la photo et de la vidéo, comme d'autres langages aussi. C'est là qu'on voit aussi l'importance des langages dans la construction de soi et pour lui, de son processus artistique. Pour lui, son travail, il est social et politique. Son art, en fait, c'est pour lui sa manière de se faire entendre et de se battre, to fight back, il dit dans la vidéo. Je trouve ça assez intéressant, en fait, qu'il s'attarde sur la langue. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez marrant à mettre en parallèle, en fait, avec l'histoire juste de l'archipel. Je vais vous présenter quelques-uns de ses projets. Le premier projet, c'est avec ce projet-là que je l'ai connu, en fait, et ça m'a beaucoup interpellée. C'est un projet photo majoritaire. Enfin, moi, je suis tombée sur l'aspect photographique de ce projet parce qu'il a beaucoup de dimensions. Et j'ai adoré les photos. J'ai trouvé l'assemblage assez zinzin, je vais pas mentir. Donc voilà, c'est avec ce premier projet-là que je l'ai connu. Il s'appelle Praia Move, qu'il a développé en 2006. Il appelle ça un Urban Culture Movement in the City of Praia, Cape Verde, en collaboration avec des architectes, des artistes et d'autres intellectuels. Vous pouvez voir des images, c'est super beau, c'est archi beau. Et donc c'est à l'échelle de la ville de Praia, la capitale du Cap-Vert. Je trouve ça assez intéressant, une sorte de photoreportage comme ça, recherche photographique. C'est un truc qui se développe beaucoup en sociologie d'ailleurs. Les méthodes visuelles comme ça, c'est archi intéressant si jamais. Et donc c'est pour mettre un peu en perspective la ville de Praia comme un espace à la fois local et global, qu'il appelle Glocal en fait. Ce projet en fait, j'ai l'impression que ça a vraiment forgé la ligne directrice de son travail pour la suite. En fait, dans ça, il traite des questions de citoyenneté, de justice sociale, d'espace urbain, d'identité. Et voilà, j'ai vraiment apprécié les photos et j'ai trouvé en fait novateur pour l'époque et juste esthétiquement super beau. Ça m'a vraiment interpellée et j'aurais jamais dit que c'était un projet qui datait de 2006, donc vraiment super projet. Un autre projet plutôt vidéo cette fois, qui s'appelle les Un Minuto M. Et en fait, c'est une série qu'il a développée entre 2009 et 2013 de vidéos, que je trouve archi fun comme vidéo. En fait, c'est un peu les prémices du vlog TikTok, assez rapide. C'est une série de vidéos d'1 minute, dans différents lieux. Et là, en fait, on retrouve encore la tâche à la localisation, à la géographie. C'est vraiment quelque chose qui transcende vraiment son travail. Je trouve ça trop bien. J'adore la géographie, bref. La meuf, bref, j'aime trop la géographie, mais donc c'est une série de vidéos d'1 minute dans différents lieux, à différents événements. C'est à la fois, quand il fait ses vidéos au Cap-Vert, c'est les témoins du patrimoine culturel, il y a des vidéos sur la tabanque, sur des festivals, tout ça, donc c'est vraiment des témoins du patrimoine culturel capverdien. Et quand il est à l'étranger et qu'il fait ces vidéos-là, c'est aussi une sorte de journal de bord de ses voyages. Il est allé au Brésil, il a fait des vidéos au Brésil, c'est vraiment comme un journal de bord, et je trouve que c'est bien de garder des traces comme ça de ses voyages, même si c'est très rapide, même si c'est 1 minute. Je trouve que c'est bien amené et c'est assez beau. Ouais, c'est trop mimi comme projet, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça super fun et puis surtout 2009-2013, pareil, c'est quelque chose, je trouve, d'assez novateur et tout pour l'époque. Et puis dernier projet qui est actuellement en cours, il expose à la galerie ATC à Tenerife. Le vernissage c'était le 11 mars et c'est jusqu'au 28 avril. Et en fait, bon, c'est la deuxième fois qu'il expose dans cette galerie. Il a exposé une première fois en 2020, mais c'est vraiment une expo qui, je trouve, qui cristallise vraiment tout sa manière de faire de l'art. En fait, dans cette exposition, il mobilise la cartographie et les cyanotypes pour adresser la question postcoloniale. Et il veut faire en même temps écho à la situation d'autres pays africains, en fait, dans cette idée de récits nationaux, où dans ces pays, en fait, on a une structure sociale qui est basée sur les catégorisations raciales, la domination de la langue coloniale, pour revenir à la langue encore une fois. Voilà, c'est ces choses, processus de néocolonisation, le culte de la mémoire coloniale, la touristification. Vraiment, il adresse toutes ces problématiques postcoloniales qu'il a finalement en fait toujours adressé dans son travail, mais je trouve que là c'est vraiment la cristallisation de tout ça. Et au centre de ces questions en fait se trouve une population pour le Cap-Vert sous-représentée et historiquement pauvre. Donc cette exposition qui s'appelle Blue Womb, c'est une exposition de cyanotypes, de photos, de vidéos, de sons. Il mobilise vraiment tout ce qu'il peut et tout ce qu'il a pu mobiliser au cours de sa carrière artistique. Et il pose la question, et je cite, je vais lire: comment pourrions-nous guérir des traumatismes océaniques passés? Comment la mer Bleue pourrait-elle devenir un lieu de rêve et de possibilités? Il faut savoir qu'au Cap-Vert, l'océan, c'est un lieu de subsistance, mais c'est un lieu de peur. Les locaux ne se baignent pas beaucoup. Le peu de fois où je suis allée au Cap-Vert et qu'on allait à la plage, en fait, on était les seuls à se baigner. Je pense que ça fait un petit moment que je suis pas retournée au Cap-Vert, peut-être que ça a un peu changé, mais les locaux se baignent très peu. Pourtant, l'océan, c'est aussi une grande source de ressources. Donc c'est un peu cette ambivalence-là qui entoure l'océan. Et c'est ça qu'il évoque aussi dans cette exposition. Je trouve ça très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, le vécu océanique dans ces cultures et ces populations, dans une perspective aussi post-coloniale. Je trouve ça super intéressant. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc bref, l'océan, c'est un lieu de subsistance qui reste
finalement un peu marginal malgré son étendue si vaste. Et il dit l'océan, malgré toutes les histoires et les contes qui gravitent autour de cette entité, il dit qu'en fait ça a jamais été un lieu d'avenir imaginaire, ça offre des modèles alternatifs en fait de subsistance. Et donc il va analyser ça par cette exposition en prenant vraiment en compte à la fois le traumatisme et le potentiel de l'océan. Il veut vraiment donner des alternatives, toujours dans cette perspective en s'ancrant un peu dans l'actuel et le présent qui sont les changements climatiques, donc des alternatives à ce changement-là pour les populations locales, parce que l'océan c'est des ressources qu'il faut exploiter pour nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Je sais pas trop comment clore tout ça, c'est la première vraie vidéo que je termine. Je vais pas promettre de poster à telle date et à telle cadence, mais je sais que chaque vidéo que je vais faire, ça va être par rapport à des artistes que j'aime et par rapport à des sujets qui me passionnent. Donc je sais que moi en tout cas je vais toujours prendre du plaisir à vous partager ces choses. Donc j'espère que déjà vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses, que vous allez retourner checker qui est l'artiste César Scofield Cardoso, ce qu'il va faire dans le futur, et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Voilà, en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne journée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est tout pour moi. Bisous.